nouvelle masterclass avec un homme pressé, un homme qui touche à tout, un homme qui bouge, qui fait du bruit et qui est spécialiste de l'intrapreneuriat, si j'ai tout compris. On va lui laisser la parole pendant 20-25 minutes. Les règles du jeu, vous les fixez aussi, donc en fait, visiblement, on peut vous arrêter à tout moment. Absolument, n'hésitez pas à lever la main, poser une question, on sera que plus dynamique dans l'échange. Voilà, et sinon, après, un moment d'échange de toute façon. Donc Olivier Leclerc, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, bon après-midi à tout le monde. Donc, je vais vous parler d'intrapreneuriat aujourd'hui et avec une casquette particulière, parce que je suis cofondateur d'une association, on est plusieurs dans le programme, Activateur. Alors, quelques mots me concernant. Donc, je suis ingénieur, personne n'est parfait. J'ai fait une thèse, j'ai travaillé pas mal sur la transmission optique et j'ai passé une bonne vingtaine d'années chez Alcatel-Lucent, où notamment je me suis occupé dans les années entre 2008 et 2013 d'un programme d'intrapreneuriat. Et voilà, ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est ce que, en tant qu'organisation, on a pu apprendre de ce type de programme, comment est-ce qu'on l'a vécu, qu'est-ce que ça a amené comme transformation. Voilà. Et puis là, depuis 2 ans maintenant, je suis dans un groupe aéronautique qui s'appelle Safran. Et l'idée, c'est d'impulser un peu une autre façon de faire, d'autres façons de faire en termes d'innovation et en termes d'entrepreneuriat, remettre un peu d'entrepreneuriat dans ce grand groupe industriel. Voilà. Accessoirement, je m'essaye aussi à enseigner l'intrapreneuriat. Est-ce qu'on peut enseigner l'intrapreneuriat? Je pense que c'est plutôt comme ça que je le vois. Est-ce que la pédagogie et l'intrapreneuriat sont des choses qui sont compatibles? Juste un tout petit mot sur les activateurs. Les activateurs, alors pardon, excusez-moi, beaucoup de mes transparences de mes slides sont en anglais. Donc on est là pour travailler sur 3 piliers. Un pilier qui s'appelle l'intrapreneuriat, voilà, donc c'est aussi pour ça que je suis là. Corporate hacking, donc détourner les processus de l'organisation au bénéfice de l'organisation. Masterclass demain. Masterclass demain, effectivement, avec mon collègue Fabrice Poussière. Yes. Et puis intelligence collective, et là il y a pour le coup un atelier tout à l'heure avec Corinne et d'autres collègues des activateurs. Donc l'idée, c'est de travailler sur ces 3 piliers-là, d'outiller, de développer des méthodes, de faire ensemble, parce qu'on est convaincu que ces 3 piliers se parlent et que beaucoup des transformations des entreprises, en tous les cas, ce qui est nécessaire pour qu'elles s'adaptent au monde d'aujourd'hui, utilisent ces 3 piliers. Donc c'est une association qui a 1 an, on est 170, voilà, on va passer rapidement, c'est pas le cœur du sujet. On commence le sujet avec ça. En fait, ce dilemme-là, pour moi, c'est le dilemme auquel sont confrontées la plupart des organisations. Le bras à gauche musclé, qu'on utilise effectivement tous les jours, notre business model, notre vache à lait, nos revenus, la façon dont on est organisé, ce pourquoi on est là aujourd'hui. Kodak avec la pellicule argentique. Et puis le petit bras à côté, quel effort, quel moyen on lui donne pour qu'il se muscle un petit peu, parce qu'il peut représenter ce qui va créer, ce qui va inventer le modèle de demain, quelque chose qui va remplacer le bras qui est complètement à gauche. C'est Kodak avec la photographie numérique. Ce petit bras-là, il existait, on le sait tous, voilà. Sauf que il n'a pas réussi à battre le gros bras. Et donc, voilà, comment est-ce qu'on peut faire un peu autrement dans une organisation pour faire que cette opposition des 2 bras soit la plus bénéfique possible, la plus intéressante possible et crée le plus de valeur pour l'entreprise. Moi, je crois que l'intrapreneuriat, c'est un moyen de le faire. Je ne dis pas que c'est le seul moyen, bien au contraire, et je ne veux surtout pas être dans un message qui soit exclusif autour de ça. L'intrapreneuriat, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est un intrapreneur? Un intrapreneur, c'est un entrepreneur à l'intérieur d'une organisation. C'est quelqu'un qui a les mêmes dispositions qu'un entrepreneur, sauf que le terrain de jeu, ce n'est pas le monde, c'est l'entreprise, c'est l'organisation. Alors, Guy Ford-Pinchot, je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur. Non, personne ne connaît Guy Ford-Pinchot. Guy Ford-Pinchot, en fait, c'est un des premiers, avec sa femme, tous les deux, monsieur et madame Pinchot, ont écrit un papier en 78 où, effectivement, pour la première fois, apparaît la notion d'intrapreneur. Et donc, voilà la définition qu'il leur donne, qu'il donne de cette personnalité-là. Une personne dans une organisation assez conséquente qui prend la responsabilité directe. C'est-à-dire qu'on ne lui demande pas de le faire. C'est elle ou lui qui décide de le faire. De transformer une idée en quelque chose, un produit, un service profitable, fini,
voilà, et qui prend pour ça un certain nombre de risques et qui innove. Voilà, c'est une définition, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je trouve que ça représente assez bien le concept de l'intrapreneuriat. Il y a des caractéristiques sur les intrapreneurs. Un intrapreneur, voilà, c'est quelqu'un qui est automotivé. Je ne sais pas si vous êtes familier de la notion de motivation intrinsèque, la motivation extrinsèque. En gros, voilà, il a un petit feu à l'intérieur de lui ou d'elle qui lui dit il faut faire ça, et donc parce qu'il faut faire ça, je le fais, et je ne demande pas l'autorisation qu'on me le fasse, je le fais. On l'aide pas à être motivé, quoi. On l'aide pas à être sincèrement motivé. Ouais, on pourra revenir sur la notion de motivation, enfin voilà, j'en reparlerai effectivement tout après. Des gens qui sont plutôt proactifs, des gens qui font les choses, qui ne sont pas trop dans le discours, mais plutôt dans la réalisation, mais qui font ça à l'intérieur d'une organisation, d'une entreprise, d'une association, peu importe. Il y a des grosses différences quand même entre les intrapreneurs et les entrepreneurs. En gros, on va dire dans un cas c'est high risk, high reward, et dans l'autre cas c'est lower risk et lower reward. Néanmoins, je veux quand même, enfin, il y a quand même deux petites choses un petit peu importantes, c'est que l'intrapreneur, il doit naviguer dans un environnement qui est l'organisation. Donc, en gros, les political skills sont quand même assez importantes pour pas se faire broyer par le système. Et puis, un intrapreneur, il risque pas rien quand même, hein. Il risque peut-être pas de l'argent, mais en termes de réputation, en termes de track de carrière, en termes de... Voilà, là, il y a un vrai risque. La réputation, enfin, voilà, ça colle à la peau. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut utiliser l'intrapreneuriat ? Voilà, j'en essaie d'en lister quelques-uns, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cela. Explorer, enfin, pour une organisation, bien entendu, hein, explorer des nouveaux business, ouvrir des nouvelles pistes, stimuler un état d'esprit entrepreneurial, restimuler un état d'esprit entrepreneurial, casser des silos. Et c'est là que pour moi aussi l'hybridation intervient. C'est-à-dire que pour moi l'hybridation ça peut être entre différents mondes, mais à l'intérieur d'une entreprise, il y a aussi différents mondes. Vous connaissez beaucoup de gens du marketing qui vont discuter avec les gens de la R&D, qui vont discuter avec les gens de la supply chain. C'est des mondes qui se mélangent pas trop quand même. Et si on veut hybrider avec l'extérieur, je suis tout à fait d'accord avec tout ça, mais on peut déjà aussi s'hybrider entre soi, quoi, enfin entre entités de l'entreprise. Favoriser la collaboration, détecter les signaux faibles. Des intrapreneurs, en général, vont aller tester leurs propositions de valeur. Ils sont entrepreneurs. Ils vont aller se confronter à ce qui se passe autour de l'entreprise et du coup peuvent ramener quand même un certain nombre d'insights, un certain nombre d'éléments autour de la veille, autour de ces éléments-là. Moi, je ne connais pas beaucoup d'entreprises qui capitalisent sur la capacité de veille individuelle de leurs salariés ou de même que de quelques-uns des salariés. Il y a bien un service veille qui s'occupe de ça, qui fait ça très bien, on croit, et on se prive de pas mal de choses. Tangibiliser, désacraliser l'innovation, moi je crois que c'est aussi un des bénéfices des intrapreneurs. Il y a quand même beaucoup d'entreprises, de grandes entreprises en particulier, où en fait l'innovation c'est quand même le business d'une business unit, quoi, enfin d'un département. Bon, c'est quand même un tout petit peu compliqué de ne faire reposer l'avenir d'une entreprise que sur des têtes extrêmement brillantes, mais en un nombre extrêmement limité. Donc voilà, si on peut essayer de faire en sorte de diffuser cet esprit-là, probablement que ça peut nous aider. Développer l'agilité, dédramatiser l'échec. Vous allez dire c'est un élément de culture, mais un entrepreneur, on est tous d'accord, il se plante, quoi. Avant de réussir, il se plante. Et c'est parce qu'il se plante qu'à un moment donné, il réussit. Moi, je ne connais pas beaucoup d'entrepreneurs qui, premier jour, ont une vision, ont une idée, pouf, ça y est, j'ai réussi, super. Je veux dire, on entretient bien ces images de Mickey quand même dans l'environnement global tout autour de nous. Voilà, donc il y a quand même l'idée d'échouer, quoi. Il y a quand même l'idée d'échouer ou plutôt d'apprendre de ces échecs. Détecter les talents. Voilà, je pense que des intrapreneurs, je ne connais pas beaucoup d'entreprises, je ne connais pas beaucoup d'organisations qui recrutent spécifiquement des intrapreneurs. Il y en a en général dans la population, mais enfin voilà, comment est-ce qu'on les fait émerger, comment est-ce qu'on les fait apparaître. Je pense que voilà, ça peut être un moyen de détecter des talents, renforcer l'engagement des salariés, et puis après on a tous les trucs classiques de on a une image plus ouverte, plus attractive pour l'extérieur, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Changing the culture, c'est aussi, pour les intrapreneurs, c'est aussi des personnes qui sont un petit peu des poils à gratter pour l'organisation. Vous connaissez sûrement ce monsieur qui parle beaucoup mieux que moi, qui dit « start with why ». Commencer par le pourquoi. Des intrapreneurs sont aussi des gens qui sont motivés par leur propre pourquoi et qui, quelque part, vont aussi challenger le pourquoi de l'organisation.
Et ça, c'est quelque chose qui fait bouger les lignes, qui fait bouger la culture et qui est, je crois, assez utile pour des entreprises pour se réinventer, tout simplement. Alors des entreprises, des boîtes qui font de l'intrapreneuriat aujourd'hui, c'est quand même le truc, enfin c'est un sujet assez à la mode. Quand vous prenez le CAC 40, en gros, à peu près les 3/4 des groupes du CAC 40 ont un programme d'intrapreneuriat en cours ou sont en train de le prototyper. Voilà, donc c'est quand même le sujet, un sujet assez important. Pôle emploi, c'est un peu surprenant, oui, de mon point de vue. Mais Pôle emploi a un programme d'intrapreneuriat. Voilà, c'est exactement. Exactement, c'est aussi pour ça que j'avais mis ce nom-là sur cette planche. Voilà, c'est pas réservé aux groupes privés. Les intrapreneurs existent dans à peu près tous les contextes. Des dispositifs pour accompagner des intrapreneurs, il y en a juste pléthore. J'en ai simplement listé quelques-uns ici, qui ont chacun des spécificités particulières. Tout ça pour dire qu'en gros, c'est quelque chose qui est assez fashionable. Maintenant, je voudrais vous prendre quelques minutes pour vous raconter l'histoire, ou en tous les cas, ce qu'on a essayé de faire du côté d'Alcatel-Lucent quand j'étais là-bas entre 2008 et 2013. Parce qu'en fait, je crois qu'on peut en tirer quand même quelques enseignements que je voudrais partager avec vous. Ce programme-là, en fait, il est né la Genèse. La Genèse, c'est une entité de recherche en Belgique, une centaine de chercheurs. On avait une centaine de chercheurs, 1000 personnes en Belgique. Et puis le patron de la recherche qui dit nos chercheurs ont des idées super brillantes, mais voilà, l'impact sur le marché, les revenus associés, c'est pas suffisant. Il faut qu'on fasse quelque chose. En gros, tout le monde. Je pense que c'est à peu près dans toutes les entreprises qu'on se dit ça assez régulièrement. Et donc là est arrivée une idée, c'est de se dire on va prendre les idées des chercheurs et puis on va donner une formation à nos chercheurs de business plan. On va les aider à construire un business plan autour de leurs propositions. Donc on a fait ça une fois, et on fait ça 2 fois. Et qu'est-ce qui s'est passé à votre avis ? Rien. Rien. Bah oui, rien. Oui, évidemment, rien. Évidemment, parce que certes, on a amélioré la culture des chercheurs, on leur a expliqué que c'était intéressant d'avoir un plan de financement, que c'était intéressant d'avoir un discours marketing, mais il manquait probablement l'essentiel. Un chercheur, globalement, je ne veux pas dire qu'ils sont tous comme ça, mais valoriser, monétiser le fruit de sa recherche, c'est pas son sujet, quoi. Il est juste pas motivé par le faire. Donc vous pouvez lui faire apprendre tout ce que vous voulez, comme il n'est pas motivé, il va juste pas le faire. Donc ça s'est pas bien passé. Et là est arrivée une idée un peu pivot, c'est de se dire, ok, l'idée brillante d'un chercheur, super, on va mettre une équipe pluridisciplinaire autour. On va une équipe de 4-5 personnes avec marketeurs, en général le R&D, le chercheur fait un peu office de cette partie technique, finance, une équipe pluridisciplinaire, et on va demander à cette équipe pluridisciplinaire qui s'agrège parce qu'elle est motivée par le sujet du chercheur de construire un business plan. Et là, ça a fonctionné. Et là, ça a bien marché au sens où on a eu des équipes qui ont construit des business plans autour de ce genre de choses. Et l'idée derrière, ça a été de déployer ce genre de choses. Et moi, je m'en suis occupé quand je suis arrivé en 2008 sur le cluster en France où il y avait 10 000 salariés chez Alcatel-Lucent. Et moi, j'ai changé tout de suite une chose. Je dis, en France, on est 250 chercheurs, il y a 10 000 salariés. Si les idées de nouveaux business pour la boîte, on ne les prend que dans la tête des 250 chercheurs, on va avoir un problème. Donc on a ouvert l'ensemble de ce programme-là et on a dit, voilà, vous avez une idée de nouveau business pour l'entreprise, connexe à la stratégie de l'entreprise, venez nous en parler, venez nous en parler. Et puis ensuite on a déroulé un peu, voilà, c'est la partie Call for Ideas, on faisait ça à peu près tous les 9 mois, c'est écrit sur la planche. Tout le monde peut voir les idées de tout le monde peut enrichir les idées de tout le monde. Alors vous allez me dire, aujourd'hui en 2016 c'est juste normal. En 2009, c'était pas si courant que ça d'avoir des espaces où on pouvait effectivement collaborer en ligne. Et puis là, on récupérait grosso modo à peu près une trentaine, quarantaine de projets tous les 6 mois. Et puis là, évidemment, on prend un comité de décideurs de l'entreprise, en général des généraux avec 2-3 étoiles. On les avait quand même un petit peu choisis pour qu'ils représentent les différents business de l'entreprise et puis qu'ils aient une appétence pour le mot innovation qui soit assez intéressante. En gros, le casting de ce comité-là est un petit peu important et c'est, voilà, pas forcément prendre les généraux 5 étoiles tout de suite. Et on les a fait choisir. Et là, on a un peu hacké le système, c'est-à-dire qu'on leur a fait comprendre au fur et à mesure du temps, et là, il y a une force importante qui est l'itération de ce type de programme.
Vraiment, on ne peut pas transformer en faisant une fois, il faut transformer en faisant 4, 5, 10 fois. On leur a fait prendre conscience de différentes choses. Au début, premier truc, c'est comité de 15 personnes, on voit 30 projets, évidemment on doit en sélectionner 10 à la fin. Qu'est-ce qu'on fait? On fait voter tout le monde et on prend les projets qui ont plus de votes. D'accord? Et puis au fur et à mesure, on s'est aperçu que les projets pour lesquels il y a le plus de votes, c'est pas forcément les plus intéressants, pas forcément les avec le plus de potentiel. En gros, essayer de leur montrer que consensus et innovation, c'est parfois un petit peu orthogonal. Si tout le monde est d'accord avec ce que vous voulez faire, c'est que c'est sûrement pas innovant. Et donc arriver à leur faire comprendre ce genre de choses. Et au bout de la 2e, 3e, 4e itération, il suffisait qu'il y ait quelqu'un qui dise « Hey, moi ce truc-là, ce projet-là, cette idée me semble intéressante, je parie dessus pour qu'on la sélectionne. » L'idée c'était de changer un petit peu le regard. Donc 40, en gros, propositions, on en vient à 10, et là on organise un événement où effectivement on permet aux 10 porteurs de projets de pitcher leur projet en 5 minutes. L'objectif, c'est pour le comité de voir si effectivement la personne est suffisamment engagée et en gros, on lui confierait à une âme d'entrepreneur. Et aussi pour le porteur de projet de faire un peu de pub. Parce que derrière, on a conservé cette idée d'équipe pluridisciplinaire. Une équipe pluridisciplinaire pour faire ensemble. Voilà, travailler le business plan autour de ce projet-là. Et derrière, on leur donnait 3 mois. Et on les accompagnait pour construire un business plan. Voilà, ils faisaient ça, c'est écrit ici, en plus de leur mission. On a voulu en faire une expérience de la vraie vie. Moi, je ne crois pas qu'on innove parce qu'on a du temps. Moi, je ne crois pas qu'on entreprend parce qu'on a du temps. Moi, je ne crois pas que 20% du temps le vendredi fait que je suis plus innovant parce que, comme chez Google, j'ai 20% mon vendredi après-midi ou mon vendredi toute la journée pour entreprendre. J'y crois pas. C'est une activité qui est en plus. Alors après, je modère mon propos dans une phase initiale. À un moment donné, quand l'idée commence à être un peu décantée, voilà, il faut y consacrer les efforts qu'il faut. Il faut y consacrer le temps qu'il faut. Mais globalement, l'idée, c'est pas de demander l'autorisation pour avoir du temps, c'est prendre le temps parce que vous êtes motivé par le faire. Donc 3 mois, un business plan, un pitch. Et derrière, on décidait si oui ou non on investissait. Et dans le jury qui voyait les projets, en fait, il y avait des investisseurs. Et l'idée, c'est voilà, de croiser aussi les regards entre des investisseurs et des personnes de l'entreprise. 32 projets, 3 produits qui sont transformés concrètement et ont généré du revenu, 3 spin-offs. Voilà à peu près les résultats qu'on a obtenus. Alors, je ne sais pas ce que ça vous évoque. 3 sur 32, c'est bien, c'est pas bien? Ça vous paraît Spin-off, c'est des entreprises qui ont été créées à partir de ces projets-là, mais qui sont sorties. 3 sur 32, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup? On ne se rend pas compte forcément du ratio, est-ce que c'est énorme ou pas? Enfin, je sais pas. Hein, c'est bien? Dans un secteur comme Alcatel, c'est plutôt bien? Mais, voilà. Sur 10 000 personnes, ça peut peut-être, je sais pas. Alors, peut-être peu de projets. Un ratio de 1 sur 10, c'est plutôt pas mal. Quand on prend des investisseurs, globalement, 1 sur 10 qui est à la niveau de flottaison, c'est plutôt pas mal. En général, c'est 1 sur 20 qui permet effectivement de couvrir les coûts des autres. Donc oui, c'est pas mal. Sauf que quand vous regardez l'intranet de l'entreprise, un intranet d'entreprise qui se respecte, c'est dès qu'on fait quelque chose, c'est génial. Et là, il y a une vraie contradiction entre la notion d'innovation en vrai, quoi. C'est-à-dire que toute la journée, vous êtes biberonné à l'idée que dès que l'entreprise XX fait quelque chose, c'est génial. Mais voilà, quand on commence à s'y frotter en vrai, du coup, c'est pas si facile que ça, quoi. Donc, bon, voilà, c'est juste un petit commentaire là-dessus. On les a incités, nos porteurs de projets, à travailler sur le mode pirate. Bon, ça va bien, ici, on est à Saint-Malo. Pirate, ou plutôt Corsair. Je préfère Corsair parce que Corsair, il y a une lettre de marque et là, c'était un programme de l'entreprise. Mais voilà, piquer des ressources, on leur a dit, mais allez-y, quoi. Détourner des ressources de l'entreprise. On va pas, on a eu des gens qui sont venus nous voir en disant, moi, il me faut un serveur, il faut que j'achète un serveur, sinon je peux pas avancer sur mon projet. Écoute, mon gars, non, on va pas t'acheter un serveur juste parce que tu as une idée comme ça. Par contre, tu peux peut-être aller discuter avec telle ou telle personne dans tel ou tel service. Il y a sûrement un serveur qui est sous-utilisé et puis vas-y, quoi. Et en général, la personne à qui tu parles de ton projet, elle va vouloir t'aider. Et donc, tu vas pouvoir emmener du monde autour de toi. Ça fait 20 minutes. Ça fait 20 minutes. Qu'est-ce qu'on a appris? On a appris diversification du portefeuille,
on a eu des projets qu'on n'aurait pas, imaginé avoir, qui ne seraient jamais sortis du mode de filtrage qu'on avait classiquement entre recherche, idée de projet et ce genre de choses. Hein, un projet, c'est le premier projet que vous voyez là-haut. En gros, c'est des antennes de radio mobile autonomes en énergie. Donc avec des panneaux solaires et avec des éoliennes. Vous allez me dire, c'est juste évident, il n'y a rien de forcément hyper innovant dans ce truc-là. Enfin, sauf que dans la boîte, il y avait évidemment plein de gens qui y avaient pensé, mais les gens qui faisaient des antennes disaient c'est pas mon boulot, les gens qui faisaient le service disaient c'est pas mon boulot, donc en gros c'est le boulot de personne, donc personne ne le fait. Enfin, le truc bien classique. Et donc là, on a eu une équipe qui s'est dit, bah, nous on va construire quelque chose là-dessus, on est convaincus que ça peut faire des choses. Ils étaient 5 au début, au bout de 3 ans ils étaient 15, et au bout de 3 ans, le chiffre d'affaires qu'ils ont généré avec la solution qu'ils ont industrialisée autour de ça, c'était 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est pas mal. Pour Lucent. Pour Alcatel-Lucent. Absolument. On parle bien d'intrapreneurs, donc des entrepreneurs dans l'organisation. C'est bien pour l'environnement de l'entreprise. Donc c'est ça, pour ça que je dis diversification du portefeuille, revenus. Bah oui, 25 millions, c'est bien parce que ça couvre à peu près tous les frais du bootcamp pendant 3 ans. Une nouvelle image et puis un engagement différent des salariés. Autre chose qu'on a appris, c'est un autre regard sur l'innovation. Je commençais à le dire tout à l'heure. Voilà, ça c'est un peu la façon dont on enseigne l'innovation dans les MBA, même dans les entreprises. Il faut la petite graine, il faut bien la protéger, il faut bien lui apporter tous les oligo-éléments qui vont bien. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bah là, avec un programme d'entrepreneuriat, vous savez que c'est plutôt un truc comme ça, quoi. Je veux dire, c'est pas un truc de bisounours quand même, l'innovation. C'est pas un truc où on réfléchit juste dans son coin. C'est important de réfléchir, mais c'est important de confronter. C'est important de se benchmarker par rapport aux autres. C'est aussi une dimension sportive. Hein. Plus on s'entraîne à être innovant, à innover, et plus il y a des chances qu'à un moment donné, on puisse trouver quelque chose d'intéressant. Moi, le mythe du gars génial, Eureka, j'ai un truc dans ma baignoire. J'y crois moyennement. J'y crois sincèrement moyennement. Qu'est-ce que c'est l'innovation ? Voilà, c'est un peu ce genre de choses. Je voudrais juste insister sur innovation fois confort égale une constante. Hein, c'est une évidence. Voilà, quand tout va bien, vous innovez pas. Et je suis bien placé pour le savoir chez Safran. Chez Alcatel-Lucent, en gros, on était dans une situation d'inconfort total. Et donc, du coup, voilà, l'idée d'innover, d'oser, de tenter, c'était quelque chose qui était incité. Et deuxième point, c'est pour moi, l'innovation, c'est un processus social par essence. Intraprendre, entreprendre, c'est exactement la même chose. Moi, je ne crois pas à l'entrepreneur seul. Je ne crois pas à l'accompagnement de l'intrapreneur ou l'intrapreneureux seul. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui commence à 2, 3. Enfin voilà, l'idée de croiser des regards. Moi, je ne connais pas d'entrepreneurs non plus qui soient des entrepreneurs qui étaient successful tout seuls. Même Steve Jobs, il était bien avec chez Wozniak. Enfin, il y en avait plusieurs, quoi. Hein, même si, voilà, peut-être que le flash initial, l'étincelle initiale est arrivée dans un seul cerveau, mais l'idée d'entreprendre, l'idée de faire, c'est à plusieurs. Enfin voilà, on s'est aperçu plein de choses, ou plutôt l'organisation s'est aperçue de plein de choses. On s'est aperçu qu'on avait des A-teams. Bon, pardon pour la référence un petit peu datée, excusez-moi, mais on avait des équipes de feu, quoi. On avait des gens qui étaient un peu motivés, très complémentaires et qui avaient envie de faire bouger les choses. On avait aussi des talents entrepreneuriaux. Alors, je suis pas en train de dire que le prochain Steve Jobs est forcément dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, mais à un moment donné, si vous ne cherchez pas et si vous ne mettez pas en œuvre quelque chose qui lui permette éventuellement de faciliter l'émergence, il n'y a aucune raison qu'on puisse le trouver. Autre chose aussi, c'est voilà, on a un peu familiarisé l'entreprise avec un business plan. Alors, c'est pas que c'est le Graal, un business plan, mais c'est quand même un véhicule assez intéressant pour pouvoir discuter avec les différents services de l'entreprise, pour vendre votre projet, pour le vendre aussi à l'extérieur. On a aussi fait réfléchir l'entreprise sur le mode effectual. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier du mode effectual. Dans l'entreprise, ce n'est pas quelque chose qui est hyper courant. En entreprise, on aime bien avoir un but, et puis on planifie phase 1, phase 2, phase 3. C'est comme ça qu'on fonctionne, et si je n'ai pas le budget de la phase 2, je ne passe pas à la phase 2, il faut que j'ai le budget qui va avec. Le mode effectual, c'est un paradigme un peu différent. C'est j'ai ma vision, elle est là-bas. Peut-être qu'il me faudrait ce budget-là à cet endroit-là, mais qu'est-ce que j'ai tout de suite à portée de main autour de moi, facilement accessible, pour aller un peu plus loin vers mon but. Vous savez, c'est la métaphore du vous invitez des gens à dîner chez vous. Vous avez deux façons de faire. Première façon de faire, c'est vous faites votre menu et vous allez faire vos courses, c'est côté planification, ou alors vous ouvrez votre frigo, vous regardez ce qu'il y a dedans, puis je vais me débrouiller
pour leur faire quelque chose à manger avec ce que j'ai à l'intérieur. Voilà. Et ça, c'est un mode assez intéressant. Donc, une des choses qu'on leur a demandé, parce que curieusement, quand on avait des business plans, on avait à chaque fois des gens qui venaient nous voir en disant, bon voilà, on vous a présenté ceci, cela, et on a besoin. Déjà, c'était bien, parce qu'il y avait un call for action derrière face au jury, ce qui n'est pas toujours le cas. On a besoin de 2 millions d'euros. Et là, on leur a dit, mais super, mon gars, vous avez fait un business plan, ça a duré 3 mois, soir et week-end, vous avez sûrement super bien bossé, mais jamais on va vous donner 2 millions d'euros comme ça, juste sur votre botte fraise. Donc, par contre, ce que vous pouvez faire, c'est nous raconter ce que vous allez faire avec les premiers 100 000 euros qu'on va vous donner. Et ça, déjà, c'est compliqué. Vous avez votre projet, il vous faut 2 millions d'euros, vous n'aurez pas 2 millions d'euros, on vous en donne 100 cas. Qu'est-ce que vous faites demain pour commencer? Qu'est-ce que vous faites demain pour commencer? Voilà. Et ça, c'est un mode de fonctionnement qui est hyper différent de celui qu'on peut avoir dans des entreprises. On s'est aperçu de pas mal de choses, parce que là, du coup, on l'a constaté, on a eu des gens, des big boss qui sont venus nous voir en disant, c'est incroyable, les gens, ces intrapreneurs, là, ils ont le feu sacré, ils sont super engagés, ils sont super bons, ils sont super, bah oui, forcément. Voilà, on s'est aperçu, on a fait vivre cette expérience-là à l'entreprise. On a du coup aussi un peu cultivé une forme de responsabilité individuelle de la personne. Je veux donner comme exemple le fait que des intrapreneurs ont bossé, l'entreprise dit oui, c'est génial, tel business unit est intéressé, c'est intéressant pour tel business unit. Il y a plusieurs façons de faire. Si on parle d'un programme d'intrapreneuriat, il faut bien qu'une partie de cette équipe-là, elle avance avec le projet. Parce que si jamais et cette tentation est extrêmement grande, de dire ok, vous avez fait une proposition de valeur qui est hyper intéressante, on va la prendre et on va l'industrialiser nous-mêmes parce qu'on a les moyens, on va l'industrialiser dans la business unit et vous allez retourner à ce que vous faites pas un programme d'intrapreneuriat, on est d'accord. Vous êtes dans un programme de développement de nouvelles idées, ce genre de choses. Donc l'idée c'est aussi de cultiver une responsabilité individuelle et collective des salariés et de l'entreprise. Faire en sorte qu'on passe d'un rapport comme ça, maître-élève, hein, l'entreprise ici et le salarié en bas, à quelque chose où on remet un petit peu de niveau et on puisse effectivement complètement discuter. Et l'idée, c'est pas non plus d'avoir la business unit qui disent « Moi, dans l'équipe des 5, je veux lui et je veux elle parce que c'est des bons ». Elle a le droit de le dire, mais de l'autre côté, ils ont aussi le droit de répondre. Ils ont aussi le droit de dire « Moi, je veux pas y aller. Moi, je veux y aller ». Et c'est cet échange-là qui fait que ça peut être pérenne ou pas, quoi. Ou pas. Et moi, je crois aussi beaucoup à la force du fait qu'il faut embarquer l'organisation dans cette démarche-là. Il faut que ce ne sont pas que les intrapreneurs qui doivent vivre cette expérience-là, c'est bien l'ensemble de l'organisation. Sinon, il y a toutes les chances que ce programme, enfin ce type de transformation-là ne soit pas complètement pérenne. Du coup, j'ai un tout petit peu de mal à comprendre le bénéfice d'excuber des intrapreneurs, de les accélérer dans différents endroits. En général, ils vont apprendre plein de choses, hein, ils vont s'ouvrir à beaucoup de choses. Je trouve que le retour dans la maison derrière, il est juste impossible, quoi. Et donc du coup, c'est pour moi un fameux accélérateur, non pas à créer de la valeur pour l'entreprise, mais à faire sortir des talents. Voilà, un avis. Je parlais tout à l'heure de motivation, Drive, je ne sais pas si vous avez lu le bouquin, il y a un petit RSA, un petit animate, vous googlisez Drive de Daniel Pink sur Google, vous allez trouver une petite vidéo de 10 minutes qui vous explique la différence entre la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. La motivation intrinsèque, voilà, c'est le petit feu que vous avez à l'intérieur qui fait que pas besoin qu'on vous dise qu'il faut le faire ou qu'on vous donne une prime derrière, c'est la motivation extrinsèque pour que vous le fassiez. D'ailleurs, vous connaissez tous l'effet dans le temps d'une augmentation de salaire en termes d'augmentation de motivation. Quand on vous donne une augmentation de salaire, votre motivation elle est augmentée pendant combien de temps ? Petite idée? Voilà, il y en a qui sont plus sévères. Grosso modo, alors c'est pas moi qui ai... voilà, il y a eu de la littérature. C'est 3, 4, 5 c'est de l'ordre du mois, quoi. Ouais. C'est de l'ordre du mois. Donc, si vous voulez incentiver, vous êtes une boîte de 70 000 personnes, vous voulez incentiver et motiver vos salariés, grosso modo, si vous voulez le faire avec des primes et des machins, c'est tous les mois qu'il faut le faire. C'est juste compliqué quand même. Hein. Et là, je suis super contente, il y a mon boss au premier rang. Merci Olivier. On en reparle après. Voilà.
Et voilà ce que je voulais vous dire. Après, comment est-ce qu'on peut faire pour mettre en place un programme d'entrepreneuriat? C'est juste quelques réflexions. Je crois que c'est important. Tout à l'heure, on voyait la pluralité des possibilités des objectifs visés pour l'entrepreneuriat. Il y en a beaucoup. Je pense qu'on ne peut pas tous les avoir d'un coup. C'est bien de se focaliser sur un ou deux, savoir pourquoi on le fait. Le full support d'un certain nombre de big boss, de grands décideurs, pour moi c'est une condition indispensable et nécessaire. Ça ne veut pas dire qu'il faut commencer par là. Mais si vous n'avez pas de support clair de la direction générale pour ce type d'initiative, grande chance que ce soit très très compliqué, que ça dure longtemps. En tous les cas, vous allez vous épuiser parce que les anticorps organisationnels, on en parlait tout à l'heure encore avec un ami, ils sont quand même extrêmement puissants, extrêmement forts. L'itération c'est clé et ce programme-là il peut pas tourner saison 2 comme saison 1, saison 6 comme saison 1. Voilà. Il faut qu'il dure assez longtemps, il faut qu'il se réinvente lui aussi. Gérer les attentes. Donc moi tout à l'heure quand je parlais de faire de cette expérience-là une expérience de la vraie vie, j'insiste là-dessus, une expérience de la vraie vie, ça veut pas dire on en fait des promesses déraisonnables aux personnes en disant si tu t'engages dans ce programme-là, forcément tu seras financé, forcément tu auras un job. Voilà, il y a l'idée d'être clair sur ce genre de choses. Intégrer des parties externes, des investisseurs, je pense que c'est des catalyseurs de changement. C'est des personnes qui vont faire bouger les lignes. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais dans la phase de sélection des projets, à un moment, on a fait rentrer des investisseurs en plus des personnes, vous savez, les généraux 2-3 étoiles, pour qu'il puisse y avoir une forme d'échange, une forme de dialogue, une forme de confrontation des points de vue. C'est aussi un moyen d'accélérer les choses. Une des choses les pires à l'intérieur des grandes entreprises, c'est qu'on décide jamais complètement oui, complètement non, c'est juste ce sera plus tard. Voilà, quand vous mettez des personnes de l'externe, en particulier des investisseurs, en général c'est ou oui ou non, mais c'est pas dans 2 mois quoi. Voilà, c'est un moyen d'avancer autour de ça. Faire en sorte que les patrons, mais aussi le management intermédiaire, vivent l'expérience, soient associés à l'expérience. Ça se fait pas contre eux, ça se fait avec eux. Il faut aussi qu'ils arrivent à voir les choses. Utiliser le système. Dire la vérité, voilà, il y a des projets qui se sont plantés, qui fonctionnaient pas. On peut faire une newsletter avec 80% des projets qui se sont plantés et raconter pourquoi ils se sont plantés. Pourvu qu'on raconte pourquoi ils se sont plantés et expliquer et en tirer un certain nombre de bénéfices, je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant. Bon, après, 2 choses assez évidentes. Je crois que quand on veut lancer quelque chose comme ça, on est soi-même un petit peu intrapreneur, parce qu'on essaie de faire bouger un certain nombre de lignes, et en général, le chemin, il n'est pas complètement écrit. Et puis, il faut juste commencer, quoi. C'est-à-dire que c'est bien d'en parler, c'est encore mieux de le faire. Voilà. Merci beaucoup. Si vous avez plein de questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup Olivier. Vous disiez juste, pour rebondir, que vous étiez pour la culture aussi de l'apprentissage de l'entrepreneuriat assez tôt dans le parcours. Absolument. Dès l'école. Dès l'école. Alors on est intervenu. Oui, bien sûr. C'est-à-dire on est intervenu avec Fabrice qui est ici derrière, mais aussi avec d'autres assez tôt dans les cursus de formation dans les écoles de commerce, dans les écoles d'ingénieurs. Alors voilà, ça existe déjà, mais je pense que voilà, former déjà les plus jeunes d'entre nous, ceux qui vont rentrer sur le marché de l'emploi bientôt, à des techniques comme celle-là ou à des façons de penser comme celle-là, je pense que c'est un bénéfice intéressant aussi pour les entreprises. Question ? En fait, j'ai une question par rapport à ce que vous disiez sur ne pas enlever ces gens-là de l'entreprise. Aujourd'hui, moi, je suis en plein dedans. On a fini les idées, on a sélectionné les idées après le premier pitch. Les gens vont commencer à travailler plus leurs idées. Et on se pose la question de est-ce qu'on les détache, est-ce qu'on les enlève de leur département, on les met à part, comme ça ils sont 100% dessus, ou est-ce qu'on les laisse dans leur département, mais alors il faut qu'ils trouvent le temps. Oui, je me suis peut-être un peu mal exprimé. Il y a des bénéfices effectivement à sortir les personnes des contraintes opérationnelles quotidiennes. Et effectivement, ça c'est intéressant. Après, ça dépend comment on fait le détachement. Est-ce que c'est un détachement de mission mais ils restent dans l'entreprise, ou est-ce que c'est un détachement physique et ils vont dans l'incubateur qui est quelques kilomètres plus loin? C'est pas tout à fait le même type de détachement. Maintenant,
à un moment donné, quand on est dans une phase, on a sélectionné les idées, on a sélectionné, enfin les équipes émergent. À un moment donné, il faut quand même faire des choses, il faut quand même délivrer. Donc on est plutôt dans une deuxième phase où effectivement là il faut arriver à construire. Donc détacher les personnes, probablement quelque chose d'assez utile, pourvu que derrière on sache effectivement évaluer ou qu'elles-mêmes sachent évaluer à quel point elles avancent. Pour que ce soit bénéfique pour tout le monde et que le retour justement soit pas trop compliqué. Oui, et en fait, si on veut utiliser l'intrapreneuriat aussi comme un vecteur de changement de culture, si les personnes sont hors les murs, sont loin, expliquez-moi quelle est la partie transformatoire. On voit des gens partir qui nous ressemblent. Je me mets juste à la place du collègue qui ne se sent pas intrapreneur. J'ai vu des gens partir, ils avaient un projet, on les a plus vus pendant 6 mois, ils sont revenus, ils avaient des étoiles dans les yeux, ils savaient faire des choses, c'était super et c'était super pour eux, mais ils voulaient juste plus revenir dans l'organisation. Ouais, pour compléter, il y a pas mal de variétés Edward Sikorski, activateur également. Engie, par exemple, détache complètement les employés sur 1 an. Le Lab Pôle emploi également, eux, ils ont l'avantage d'avoir les futurs employés, c'est-à-dire qu'ils les détachent, ils prennent des intérimaires à la place. Donc il y a plein de formes possibles. De la forme, tu fais ça pendant tes heures de poney. À la forme, je détache complètement la personne. Et ça dépend de la maturité de la boîte et notamment à ce que les managers lâchent les employés Oui, il y a aussi ça, ouais. Et pour moi, je vois un bénéfice à faire ça en plus des missions quand on est dans la première phase. C'est-à-dire que ça coûte pas cher à l'organisation. Ça coûte à l'individu, ça c'est clair. D'un autre côté, voilà, si moi je me dis intrapreneur, je me dis entrepreneur, mais que la condition c'est que je sois détaché à 50% de mes missions pour commencer à réfléchir à mon projet, est-ce que je suis vraiment, est-ce que je vais... Parce que c'est aussi rendre service pour plus tard, hein. Est-ce que je vais vraiment tenir le choc en tant qu'intrapreneur à avoir des difficultés à prendre sur moi des choses, parce que c'est une charge, hein, c'est lourd d'être entrepreneur ou intrapreneur. On n'est pas dans le monde des bisounours, c'est clair. Non, c'est pas le monde des bisounours, absolument. D'autres réactions, d'autres questions? Parce que vous avez ça suscite des choses en vous, des expériences au sein de vos entreprises, des choses que vous aimeriez lancer? Oui, monsieur? Oui, donc Saint-Malo, les pirates, les corsaires, tout ça. Enfin, dans l'entreprise, on est aujourd'hui sous le régime du management par objectif. Et c'est-à-dire que quasiment, il faut faire un report quotidien. Il y a des indices en permanence. On est très suivi. Mais là, l'entrepreneuriat, on sait bien que c'est fluctuant. Les métriques n'existent pas toujours. Donc, on est dans le flou, ce qui est le contraire de l'entreprise mainstream. Donc, mais c'était pareil pour le corsaire ou le pirate, parce que la lettre de marque du corsaire, c'est juste un cadre, mais c'est à l'intérieur, on parle pas des moyens ni des ressources que l'on va employer. Donc, comment on fait dans l'entreprise pour concilier ce management extrêmement présent et pervasif avec l'entrepreneuriat intrapreneur? C'est un grand sujet en soi. Je pense que ça dépend beaucoup de la culture de l'entreprise. Moi, j'y vois une certaine ambidextrie aussi de l'organisation. À un moment donné, il faut essayer. À un moment donné, il faut faire. Il peut y avoir des sponsors quand même à l'intérieur de l'organisation. Les organisations, le tableau est noir. Je le partage. Il est peut-être pas complètement aussi noir. Il y a quand même des gens qui réfléchissent. Il y a quand même des gens qui sont un petit peu éclairés. Enfin voilà. C'est une forme de statut d'exception. C'est aussi pour ça que déjà obtenir cette forme de lettre de marque parce qu'il y a un programme dans l'entreprise, à partir du moment où il y a un programme dans l'entreprise d'intrapreneuriat, c'est que déjà c'est ce statut d'exception-là. Après, on peut ou l'avoir tout de suite, voilà, ou alors aller chercher. Chez Alcatel-Lucent, on était plus avec des personnes qui allaient chercher ce statut-là. Voilà. Après, c'était pas complètement rose, hein. On s'est aussi planté sur un certain nombre de choses, mais en tous les cas, on a essayé d'avancer et de faire en sorte, voilà, que ça puisse
continue d'exister. Et clairement, derrière, tous les intrapreneurs, que leurs projets soient transformés, donc 32 projets, 3 qui se sont réellement transformés, ça veut dire quand même qu'il y a quand même presque une trentaine qui se sont pas transformés. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Vous pourriez me dire, oui, mais comment est-ce que les gens étaient contents? On a eu effectivement des verbatim extrêmement positifs, avec des gens qui nous ont dit, moi, cette expérience, ça a changé ma vie, je me sens en manette de ma carrière, je suis très content d'avoir fait ce parcours-là. C'était pas tellement pour la transformation du projet en lui-même, mais la transformation de la personne en elle-même, de son rapport à l'organisation. Et ça, c'est des choses qui sont importantes. Et on a eu du coup des ambassadeurs, et chaque saison de plus en plus d'ambassadeurs pour parler de ce programme-là, en disant, écoute, vas-y, quoi. Et on n'a eu absolument aucun problème, en dépit du fait que, en plus des heures de boulot, soirée, week-end, pas de primes, pas de choses comme ça, enfin, je veux dire, il n'y a pas d'incentive particulière. On n'a eu aucun problème pour avoir 6 fois de suite une quarantaine de projets, quoi. Hein. Et les RH l'intègrent dans l'évaluation? Alors merci de la question. En fait, on a eu la chance d'avoir dans le comité de sélection des projets quelqu'un qui représentait la RH mais avec une casquette de talent development. Donc là, quelque part, la personne était relativement acquise à la cause de on va détecter des talents, on va essayer de les accompagner. Avec la partie ressources humaines opérationnelles, ça a été un petit peu plus compliqué et ça n'a pas été réel parce que c'était pas un programme qui avait été conçu, imaginé, porté par la RH. Enfin, je le dis comme ça. Enfin, il y a des zones de territoire quand même. Hein, enfin, moi, j'aime bien parler de l'intrapreneuriat comme quelque chose de systémique. Donc, ça veut dire que en zone de territoire, si vous mettez pas tout le monde globalement, il y a toujours un qui va vous flinguer. Bon, là, en l'occurrence, on n'a pas réussi complètement à embarquer les RH opérationnels. Et enfin voilà, même si à certains moments chez Alcatel-Lucent, il y a eu des plans, enfin il y a eu régulièrement des plans, mais à un moment donné, il fallait montrer que vous avez fait une contribution exceptionnelle pour l'entreprise. Le fait d'avoir participé à ce type d'initiative-là n'était juste pas du tout reconnu. Donc on est tombé sur une contradiction majeure, quoi. Pour être très transparent avec vous. Question, madame. Oui, vous aviez Catherine Fournereau, Société Accompagning. Vous aviez évoqué tout à l'heure la différence quelque part entrepreneuriat entre Thales et Alcatel, comme si une société... Safran, pardon. Oui. Une société en mode donc qui était plutôt en mode survie quelque part. Ouais. Est-ce qu'une société en mode survie génère plus d'intrapreneurs qu'une société qui a une assise? Je ne sais pas si elle génère plus d'intrapreneurs. Mais par contre, effectivement, l'aspiration à faire autrement, de toutes les façons, on est tellement dans une situation compliquée que le risque de ne rien faire est pire que celui de tenter quelque chose existe. Quand globalement tout va bien, tout le monde est le pied sur le frein dès que vous voulez faire quelque chose d'un peu neuf, quoi. Pourquoi changer alors que ça fonctionne? Maintenant, moi, c'est aussi ce qui a motivé le fait que je change d'environnement. Moi, c'est quelque chose qui me passionne. L'idée de comment est-ce qu'on stimule l'innovation dans un contexte où tout va bien? Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut faire émerger d'autres façons de faire quand la partie gros bras, vous avez vu tout à l'heure, est effectivement extrêmement musclée et prend le pas sur le reste. J'ai pas de réponse, mais en tous les cas, c'est un questionnement qui fait que tous les jours, je me lève en disant au moins je sais pourquoi je viens là. Bonjour. Moi, suite à ce que vous venez de dire, je dirais que c'est pas toujours le cas. Parce que j'ai travaillé chez Yves Rocher, une période où, avant 2008, ça allait super bien. On prenait vachement de risques parce qu'on avait les reins solides. Il disait, si on se plante, c'est pas grave. Ouais. On a les reins solides. Et par contre, quand il y a eu la crise, on a tout arrêté. Ouais. Parce que là, faut sécuriser. Donc du coup, on prenait plus du tout de risques. Donc je pense que ça dépend des entreprises en fait. Merci du témoignage. J'adhère à ce que vous dites. Chez Alcatel-Lucent, en tout cas, la situation était tellement en train de se déliter que il y a eu un encouragement du management. Ça, tout dépend de la maturité de l'entreprise par rapport au changement. Pour moi, le rapport, il est plutôt là, qu'on était incité sincèrement à tenter des choses. Ça ne veut pas dire qu'on était complètement toujours supporté dans les tentatives qui étaient menées. Et à l'inverse, chez Safran, où tout va bien, c'est pas parce que tout va bien qu'à un moment donné, on n'est pas en train de se poser un certain nombre de questions. Voilà.
Aujourd'hui, on est en train de réfléchir effectivement à une démarche comme celle-là, même si se réinventer complètement n'est pas l'impératif numéro 1 à court terme. Voilà. Enfin, ça dépend vraiment de la culture et de la capacité à prendre du risque. Et là encore, c'est la culture de l'entreprise, mais ça dépend aussi d'un certain nombre d'individualités à l'intérieur de l'entreprise, quoi. Et même si on n'aime pas les entreprises pyramidales, celui qui est tout en haut ou celle qui est tout en haut, s'il impulse, ça aide un petit peu, quoi. C'est clair. J'ai entendu applaudir à côté, on va arriver presque à la fin de cette masterclass. Malheureusement, c'est très très intéressant, Olivier. C'est gentil. Non, je rigole pas. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres réactions, sachant que vous êtes dans les parages, on vous repère avec vos petits badges jaunes, les activateurs. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Oui, Monsieur Jérôme Philippe de l'agence Communiqué. C'est votre boss. C'est mon boss. Juste une petite question. Vous avez parlé de justement cette petite flamme, et je pense qu'on a aujourd'hui un problème, c'est qu'au niveau de l'éducation des jeunes, est-ce qu'on allume cette petite flamme? Pourtant, il y a des choses qui existent. Pendant mes années d'études, on avait des juniors entreprises, on en a créé. Ce que je constate aujourd'hui, dans les jeunes que j'ai recrutés, c'est que très peu ont participé à ce genre d'initiative, et c'est encore maintenu dans les grandes écoles. En général, ils ont des juniors très actifs. La plupart des cas des autres écoles, c'est que ça ne se fait pas. Est-ce que vous avez des actions là-dessus? Est-ce que vous avez un retour? Alors des actions, oui, on essaye d'avoir un certain nombre de cours autour de l'intrapreneuriat en école d'ingé, en école de commerce. C'est pas pareil que des juniors entreprises, mais je pense que ça contribue à ça. On est en train de se poser des questions, d'ailleurs, au titre des activateurs, sur comment est-ce qu'on pourrait essayer de diffuser un peu cet esprit-là un peu plus tôt encore. Quand on voit le caractère normatif de l'école, et même de l'école primaire, enfin voilà, j'ai des enfants et je vois très très bien comment ça se passe, c'est juste un tout petit peu compliqué. Un enfant qui a des idées, qui veut prendre des initiatives et qui quelque part sort du cadre, c'est juste un enfer pour lui. Donc on met 2 taquets et après il faut qu'il file droit. Donc enfin c'est très caricatural ce que je suis en train de vous dire, mais je crois qu'il y a matière à réflexion autour de ça, et en tous les cas le collectif que je représente ici, on réfléchit à ce genre de choses. Comment est-ce qu'on peut essayer de distiller ça un peu plus tôt? Plus tôt on distillera cet état d'esprit-là, et mieux ce sera pour demain. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est un gage de succès nécessairement, mais quand même. Enfin, quand on voit le rapport, changer l'état d'esprit, quand on voit le rapport à l'éducation que peuvent avoir nos amis américains, voilà, où effectivement on sanctuarise et on célèbre la prise d'initiative, la créativité et ce genre de choses. Bon, dans l'esprit entrepreneurial, on a des réactions qui ne sont pas tout à fait les mêmes, quoi. Enfin, voilà. Merci beaucoup. Merci Olivier. On peut poursuivre la conversation dans les couloirs ou au niveau du café. On peut vous rencontrer tout au long de ces 2 journées. Merci, c'est la fin de cette masterclass. À très bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup.